Bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis ravie de vous accueillir ici pour cette conférence intitulée Femmes et nouvelles technologies, quels défis pour l'éducation? Cette activité entre dans le cadre du cycle pluridisciplinaire Femmes et francophonie, organisé par Wallonie-Bruxelles International. Je suis Stéphanie Kreter, agente de liaison académique et culturelle pour Wallonie-Bruxelles International. J'ai l'honneur de pouvoir animer cette conférence, cette discussion entre 4 spécialistes qui sont venus des 4 coins du monde. Nous accueillons premièrement Mona Laroussi, qui est la directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Elle va nous parler du nouveau portail qui a été mis en place par l'OIF et l'AUF et mis en œuvre par l'IFEF. Donc, nous la remercions évidemment. Ensuite, nous accueillons Amina Yagoubi, qui est docteur en sociologie à l'UQAM et chercheuse du réseau de recherche sur le numérique. Sa présentation s'intitule « Culture et inégalité numérique, usage chez les jeunes filles au Québec ». Merci Amina d'être avec nous. Et finalement, nous accueillons Fanny Boraïta et Julie Henry, qui travaillent pour l'Université de Namur et qui travaillent dans l'ASBL DigiFactory. Elles nous présenteront une présentation sur féminiser l'informatique. Je les remercie toutes les 4 d'être présentes et j'espère qu'on pourra mener à bien cette réflexion assez intense. Je tiens évidemment à remercier l'ambassade du Canada pour cette fructueuse collaboration qui nous a permis d'avoir Madame Yagoubi avec nous. Je remercie évidemment aussi l'OIF et l'IFEF dans la présence de Madame Mona Laroussi et Élodie Meunier, ma collègue, qui nous aide pour toutes les questions et pour le côté pratique. Je vous remercie évidemment, vous tous, le public, puisque vous nous suivez finalement par Facebook et également via Zoom. Et évidemment, je vous invite tous à poser toutes les questions que vous avez sur le chat. Nous ferons un plaisir de les transmettre aux panélistes. Maintenant, je laisse la parole à Fanny Boraïta et Julie Henry. Julie, on ne t'entend pas. Pardon. Voilà, ça va redémarrer. Donc, bonjour tout le monde. Donc, Fanny et moi, on va parler ce soir un petit peu de la problématique des femmes en informatique, particulièrement au niveau de l'éducation. Donc, une conférence intitulée « Féminiser l'informatique » tout simplement. C'est pas moi qui change les slides. Fanny, tu peux changer. Merci. Donc, juste pour nous présenter brièvement, donc, comme Stéphanie l'a dit, donc, on est à la fois personnel de l'Université de Namur en Belgique, mais on a également créé ensemble une ASBL qui s'appelle DigiFactory, qui travaille spécifiquement sur la vulgarisation des domaines de l'informatique pour le grand public, avec des spécialités donc un peu différentes chacune. Donc, moi, je suis plutôt spécialiste en didactique et en informatique. Fanny a plutôt un côté pédagogique, psychologie, enseignement. Et ensemble, justement, on travaille sur des thématiques comme le genre, l'inclusion, la transformation numérique de la société de façon générale. On crée des ressources, etc., des formations, et on discute de la citoyenneté numérique. Donc, c'est un peu dans ce cadre qu'on se retrouve ici avec vous ce soir. Alors, la problématique de l'informatique, et donc la problématique du genre plutôt en informatique, elle est assez présente depuis un certain nombre d'années. On peut voir un peu ici, ce graphique n'est même pas mis à jour, mais simplement pour vous montrer qu'en fait, c'est quelque chose qui n'a pas évolué depuis plus de 40 ans. Donc, on se retrouve toujours avec des secteurs où justement les femmes sont dans des proportions minimes. Et à titre d'exemple, par exemple, donc à l'Université de Namur, donc à la faculté d'informatique, on a moins de 8% d'étudiantes qui se lancent dans un master en informatique. Et ça existe pour d'autres sciences, donc les sciences dures, les technologies, l'ingénierie. Donc, il y a vraiment une problématique à prendre en compte ici, d'autant que les constats sont assez flagrants au niveau de la littérature. Donc, c'est de dire que on a deux tiers
je fais pour changer la slide. On n'a pas mis en place un petit code toutes les deux, mais donc on remarque en fait quand on prend des enfants au niveau primaire, donc niveau primaire en Belgique, je ne sais pas si c'est pareil chez tous nos auditeurs, mais en gros, on va dire que c'est de 5 à 12 ans, 11-12 ans. En fait, on remarque que 2 tiers des enfants ont un intérêt pour la science à cette période d'âge. Et en fait, dès le moment où on rentre en secondaire, donc c'est-à-dire à 12 ans, donc on rentre dans un cursus K12, si on veut, au niveau États-Unis, etc., c'est que le pourcentage de filles en fait, qui sont intéressées par les sciences chute inévitablement et de façon spectaculaire. Donc, on a vraiment un désintérêt. C'est pas qu'elles n'ont pas des sciences en cours, donc en gros, elles ont quand même des cursus comme tout le monde, mais là, il y a quelque chose qui se passe qui fait en sorte qu'elles vont avoir un désintérêt pour les sciences et surtout, elles ne vont pas opter pour des options par la suite en sciences dures. Donc, c'est-à-dire s'il y a des options informatiques ou des options en sciences fortes, en maths fortes, on va retrouver déjà là une décroissance au niveau du nombre de jeunes filles qui vont choisir ces options. Et on mesure au niveau littéraire, de nouveau, donc mesure scientifique, qui aurait un fort impact des stéréotypes. C'est quelque chose qu'on peut remarquer de toute façon dans la vie quotidienne aussi. Et la solution qui est proposée à ça, c'est de faire en sorte que justement, on propose dès le primaire, donc dès le plus jeune âge, justement, une vision, notamment ici de l'informatique. Je vous parle spécifiquement de ça parce qu'en fait, c'est plutôt ce qui nous branche, Fanny et moi, mais ça pourrait être pour toutes les sciences en général. Donc, l'idée, c'est vraiment de présenter une vision de l'informatique qui permet d'aller au-delà et de déconstruire les stéréotypes. Donc, justement, de montrer une informatique qui n'alimente pas les représentations erronées qu'on retrouve chez les jeunes actuellement. Quel est l'intérêt au final? On peut se dire pourquoi est-ce que la problématique du genre en informatique est aussi présente actuellement? On a bien fonctionné comme ça jusqu'ici. Il faut quand même savoir qu'il est quand même prouvé que lorsqu'il n'y a pas une équité dans certains domaines, on a évidemment des problèmes qui vont se présenter. Donc, par exemple, ici, on n'a pas d'équité au niveau des technologies. Dans un mode qui est de plus en plus numérique, ça va poser des problèmes. Ça en pose déjà actuellement. On n'a pas toujours conscience, par exemple, que la plupart des technologies qu'on utilise sont déjà genrées. Donc, propagent déjà des stéréotypes genrés. Les hommes n'ont pas la même vision des mondes que les femmes. Donc, effectivement, quand il s'agit de développer des algorithmes sur lesquels reposent pas mal de choses actuellement dans notre quotidien, ben, il n'y aura pas la même je ne vais pas dire sensibilité, mais il y a quelque chose qui diffère, qui font que finalement, l'algorithme qui va être développé pour, je ne sais pas, on va dire, recommander des films sur Netflix, je vous donne des exemples assez bateaux, ou faire en sorte que vos posts Facebook soient mis en évidence d'une façon ou d'une autre, mais ça ne va pas être développé de la même façon par un homme ou par une femme. Donc là, c'est des exemples assez, je vais dire, assez minime au niveau des conséquences. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a déjà eu des exemples où justement, on voyait l'impact du fait d'être développé par un homme ou par une femme, notamment, on a remarqué par exemple des sites qui permettaient justement de faire des relevés de santé, mais qui n'offraient aucun moyen de surveiller les menstruations au niveau de quelque chose qui a été développé par Apple. Au niveau de Google Translate, c'est également encore visible actuellement, c'est si vous mettez certaines traductions par exemple, des traductions en anglais où on est sur un they qui est un pluriel neutre, on se retrouve soit avec des choses telles que le rôle elles sont infirmières, elles sont amoureuses. Quand pour les hommes, on est sur ils sont ingénieurs, ils travaillent. Donc, il y a vraiment un problème au niveau de la représentation de l'algorithme derrière Google Translate. Et même chose, Siri a été reprogrammée, mais toute une période. Lorsque vous lui demandiez, en fait, vous la traitiez de salope, en fait, elle répondait « je rougirais si je pouvais ». Donc, il y avait aussi là derrière une petite blague faite par un développeur, mais qui, au final, avait un impact malgré tout sur les utilisateurs. Alors, au niveau des enfants, donc, il a été remarqué que lorsqu'on parlait d'informatique ou de sciences dures, en fait, on retrouve des stéréotypes chez les garçons qui pratiquent la programmation, tels que, par exemple, la confiance, ce sont des nurses ou des génies, ils sont hyper intelligents, ils sont experts, ils sont geeks, ils sont peut-être antisociaux et travaillent seuls, mais au final, c'est quelque chose qui ressort d'assez positif. Donc, lorsqu'on remarque la même chose chez les jeunes filles, donc avoir une fille en informatique, quels sont les stéréotypes qui vont ressortir? Ça va être une fille qui est mauvaise en maths, qui va justement peut-être réussir sur un coup de chance,
qui va douter d'elle, qui va avoir une expérience assez basse, qui est anxieuse, qui se sent inférieure, qui est plus ennuyeuse. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose une image qui ressort plutôt négative. Et toutes ces stéréotypes qu'on retrouve chez les jeunes, justement, ils sont générés à la fois par l'environnement social, l'environnement culturel, donc ce qu'on vit tous les jours en famille, pas uniquement à l'école, mais également à l'école, évidemment, on retrouve donc des environnements dans les classes, par exemple, qui ne sont pas adaptés et qui ne favorisent pas justement le côté inclusion des filles dans les domaines des sciences et de l'informatique. Il y a énormément de préconceptions autour de tout ce qui est codage et on est évidemment sur une éducation en elle-même qui favorise l'inégalité. Donc, on va un petit peu développer toutes ces thématiques à travers des exemples assez concrets. Donc, on va commencer donc, premièrement par ces influences donc, culturelles. Donc, les influences culturelles qui peuvent justement véhiculer ces stéréotypes et dont il faut être conscient finalement pour ne plus justement les reproduire. Ça passe d'abord par l'influence des parents donc, qui vivent justement donc, avec leurs enfants. Et là, ce qu'on constate quand même dans la littérature, c'est que bien souvent, les parents, ils vont aussi reproduire un peu leur propre schéma, et c'est-à-dire qu'ils vont diriger leurs enfants plutôt vers leur propre métier. Donc, du coup, voilà, si on a déjà un couple de parents avec des métiers un peu plus stéréotypés, ça va aussi se retrouver au niveau des enfants. On voit aussi que bien souvent, là, ça vient plus aussi du père, c'est qu'il y a toujours cette crainte aussi d'avoir peut-être une fille dans un monde d'hommes. Donc, on va peut-être aussi, dans l'influence des parents, diriger vraiment une fille dans un monde dit féminin. Et on voit aussi qu'on va souvent attribuer aux filles des métiers qui vont faciliter aussi la vie d'une femme. C'est-à-dire qu'on va plutôt essayer de la diriger vers des métiers qui sont plus facilement conciliables avec voilà, une vie de famille, avoir des congés scolaires pour garder les enfants, etc. Donc, on voit qu'on a vraiment cet aspect influence des parents qui joue beaucoup finalement sur les choix d'études des enfants et sur les directions qu'ils vont prendre. On a aussi l'influence des pères. Donc là, l'influence des pères, c'est clairement le fait que souvent, les filles, elles ont leur groupe majoritairement constitué, on va dire, de copines. Et c'est vrai que si jamais les copines ne font pas la même chose, on ne va peut-être pas forcément se différencier. On parle surtout notamment de l'adolescence, donc notamment peut-être avec le choix des options qu'on va faire en secondaire. Voilà, s'il y a plus de garçons qui vont se tourner vers les maths, forcément, une fille ne va pas nécessairement d'elle-même se dire moi, je vais lâcher mon groupe de copines et plus aller vers les maths, etc. Donc, on voit carrément cette influence des pairs où on a envie finalement de faire comme tout le monde, donc un groupe de filles restreint dans son groupe de filles. Et il y a aussi l'influence des enseignants, donc qui sont des figures aussi très importantes justement dans les choix. Et on voit que, donc ici, au niveau de l'informatique, mais comme le disait Julie tout à l'heure, ça se retrouve vraiment au niveau des sciences de manière générale, mais on peut voir qu'il y a vraiment aussi ces connaissances qui sont vraiment stéréotypées. Donc, on le verra tout à l'heure avec des exemples concrets, que ce soit dans les classes ou dans le fait que finalement, on renvoie aussi certaines préconceptions qui sont erronées simplement du domaine de l'informatique ou du domaine des sciences, avec chaque fois des visions un peu restreintes qui vont donc être véhiculées donc, par les enseignants chez les élèves. Alors, dans les influences sociales, on voit aussi que ça se retrouve finalement un petit peu dans la vie au quotidien, notamment dans tout ce qui est technologie et jeux vidéo. On voit que globalement, c'est peu orienté quand même vers les filles. Donc ici, on vous a repris quelques exemples relativement actuels. Donc ça vient ici, voilà, on voit des magazines de jouets qu'on peut voir pour le moment. On voit surtout déjà que ce qui se passe, c'est que bien souvent, les jeux qu'on va proposer, les jeux vidéo, les technologies, elles sont souvent créées par des hommes. Donc si elles sont créées par des hommes, on peut faire cette hypothèse, et c'est ce qui se retrouve aussi dans la littérature, c'est que si c'est créé par des hommes, c'est fait pour des hommes. Quand on regarde aussi tout ce qu'on a en ce qui concerne les jeux vidéo, notamment avec, ici on a Lara Croft, il y a très peu aussi d'héroïnes qui sont non stéréotypées. Donc déjà, elle est dans un environnement peu aspirant, peu attirant, elle est sur un champ de mine, elle va soulever des tombes en Égypte, et elle a aussi des attributs qui sont, voilà, où une fille ne va peut-être pas forcément se retrouver. Donc, elle a une forte poitrine, elle est très mince, elle est quand même relativement sexy. Donc, on a aussi cette image aussi qui est véhiculée.
Et on voit que les environnements et les contextes sont aussi peu inspirants, peu attirants pour les filles. Et là, si vous regardez un peu les jouets qu'on vous a proposés, donc on voit par exemple que les Lego techniques, ben voilà, ici on a des tons quand même très masculins, on est dans l'univers de la construction avec cette grue. On voit qu'après, on essaye quand même, notamment chez Mattel, avec la création des Barbie, on essaye quand même de faire, ben voilà, Barbie informaticienne, Barbie gameuse, mais on voit que finalement, même si l'intention, elle est bonne en soi, on a quand même une image hyper stéréotypée, c'est-à-dire qu'une fille ne va pas forcément se retrouver là-dedans. Elle a des cheveux colorés, elle porte toutes des lunettes, elles sont habillées en jeans basket, donc elles sont, on va dire, un peu plus masculines aussi. Donc même si les intentions sont bonnes, on est quand même toujours on est toujours quand même un peu cadenassé dans un certain univers. Et pareil, dans les Lego, ben là, on voit qu'on tombe aussi un petit peu dans cette caricature du rose, du jaune, etc. Et là, ben, ici, elles sont, je pense, ici, tu vois bien, donc c'est sur une plage, dans un van. Donc, vous voyez aussi que ces influences sociales se retrouvent vraiment au quotidien avec ces jeux de couleurs et ces métiers. On voit aussi dans les influences sociales au niveau des possibilités d'être confronté aux technologies. Donc ici, on a pris l'exemple simplement des stages qu'on allait proposer pendant les vacances aux enfants. Et on voit que les filles, elles ont aussi moins de possibilités de confronter à ces technologies puisque la communication est aussi assez stéréotypée. Donc, vous voyez déjà deux images ici avec uniquement des photos qui ont été prises d'un stage où il n'y a que des garçons. Du coup, on peut se dire que finalement, la fille, elle va peut-être aussi avoir ce syndrome, entre guillemets, de l'imposteur, se dire, est-ce que moi, en tant que fille, je vais aller me retrouver toute seule dans cet univers très masculin. On voit qu'on est vraiment sur voilà, la robotique, les jeux vidéo, les manettes. Et on vous a mis ici, donc tout récemment, la publicité actuelle pour les jeunes qui vont se lancer dans l'informatique. Et clairement, le slogan, c'est vraiment accro de la manette. Donc, si vous vous mettez au code, ou là, voilà, une fille avec cette image du garçon, une fille ne va peut-être pas forcément être intéressée et se retrouver également là-dedans. Au niveau des stages, on vous a pris donc ici deux, entre guillemets, bons exemples, puisqu'ici, on voit avec le temps des machines que c'est vraiment ouvert à tous. Donc là, on montre quand même tout ce qui est l'univers technologique, etc. Mais on voit donc à côté avec Cool Girls Code, là très clairement, voilà, on a encore une fille un peu stéréotypée avec des cheveux colorés et elle doit forcément être cool pour aller se tourner vers ce stage de codage. Et pareil, si vous regardez vraiment dans le deuxième, le cours de robotique, donc spécial pour les filles, donc ça on peut dire que c'est vraiment chouette parce qu'on fait vraiment un stage uniquement pour les filles, donc là elles vont se retrouver vraiment entre elles, on peut dire que c'est vraiment encore une bonne intention, mais maintenant si vous regardez bien, là, dans ce stage-là, on ne va pas aller, comme dans le stage des garçons, apprendre à créer des machines, à analyser les composants. Ce qu'on va faire ici avec le robot, clairement, on va lui donner des émotions, on va lui apprendre à danser, etc. Donc, on est encore sur le contraste, finalement, avec ses émotions, la danse, etc. Je vais repasser la parole à Julie, donc, qui va reprendre pour les influences sociales. Excusez-moi, j'avais oublié de connecter mon micro. Donc, au niveau des influences sociales, ce qu'on a remarqué qui fonctionnait assez bien, c'est ce qu'on appelle un modèle féminin. Donc, c'est-à-dire qu'il faut donner des images aux jeunes filles de personnes qui réussissent dans le domaine. Et l'idée que c'est un modèle féminin, c'est quelque chose qui est assez connu. Donc, en anglais, ça s'appelle role model. Et c'est assez reconnu au niveau de l'efficacité. Maintenant, le souci qu'il y a avec ces role models, c'est que bien souvent, ces modèles sont des personnes qui réussissent avec des parcours assez exceptionnels. Et ça peut avoir un effet inverse, à savoir qu'une personne, justement, une jeune fille qui va avoir un rôle modèle où on dit que la personne, elle a un doctorat en informatique, qu'elle est passée par le MIT. Je parle pour ça pour Aurélie Jean, donc, qui est assez connue en France, effectivement, et qui peut avoir un impact un impact positif sur les sciences, moi je dirais de façon générale, mais pourrait avoir ce côté un peu trop, justement, extraordinaire qui fait qu'on ne peut pas forcément se retrouver toutes dans son parcours. Comme autre exemple de, justement, des fois, il faudrait que le rôle modèle soit un peu de l'âge des jeunes filles. Donc ici, en centrale, vous avez Ali Weber, qui est une Américaine qui possède sa propre chaîne YouTube et qui a énormément, justement, d'impact sur les jeunes filles aux États-Unis. C'est une makeuse, en fait, elle fait des petites vidéos sur des choses assez techniques et tout en restant malgré tout une jeune fille
de 13 ans, je pense actuellement, ça fait quelques années que je la suis. Et donc là, on peut plus, une jeune fille pourra plus justement s'identifier à travers elle. Je vous ai mis un troisième exemple qui est Linda Liukas de Finlande, donc qui est autrice pour des livres sur le codage chez les enfants, où elle justement a bien compris le côté aussi communication qu'il faut avoir autour justement de l'univers du code. Pourquoi? Parce qu'elle apparaît toujours avec des robes, avec des poids, avec des choses très féminines. Elle dit qu'elle aime les paillettes, mais malgré tout, elle est quelqu'un qui justement enseigne le code à des enfants et dans des univers avec un petit personnage de BD qui est très féminin, qui est une petite fille avec des cheveux rouges. Enfin, donc, il y a tout un univers assez magique derrière. Elle joue énormément sur la communication pour justement faire en sorte que ce mode du codage soit quelque chose qui soit plus intéressant pour les jeunes filles. Et donc, au niveau par rapport au rôle modèle, donc juste encore une chose, pas besoin de revenir sur, non, pas besoin, c'est pareil. Donc ici, en gros, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce rôle modèle, il doit venir très tôt. Donc là, je vous ai donné des exemples, mais évidemment, il faut que ces rôles modèles, ils arrivent assez tôt au niveau des enfants. Donc, il ne faut pas que ce soit par découverte d'eux-mêmes, qu'ils découvrent, comme moi, sur le tard, pas mal d'auteurs que j'aime lire par rapport à l'informatique, mais voilà, ça doit venir assez rapidement, notamment pour la problématique que les jeunes filles quittent les sciences et se désintéressent des sciences au niveau du début du secondaire, donc vers 12 ans. Autre influence sociale qui a de l'importance, c'est les mentors. Donc, en dehors des parents, c'est d'arriver à ce que l'enfant trouve je dirais, une aide psychologique et une aide vraiment sur l'encouragement aux alentours de sa famille. Donc, ça peut être, c'est vraiment de l'encouragement, du soutien. Ça peut être, par exemple, un animateur dans une maison de jeunes. Ça peut être un voisin qui fait quelque chose de technologique et qui régulièrement va pouvoir peut-être discuter un peu avec l'enfant ou va lui proposer des animations. Tiens, tu viens essayer tel truc, etc. Donc, c'est vraiment cette idée d'avoir quelqu'un qui va encourager et soutenir en dehors de la famille, qui ne va pas forcément avoir des compétences en numérique, mais qui en tout cas va croire à l'enfant. Et donc, il y a pas mal d'expériences qui se font actuellement, notamment où on essaye d'apparier des jeunes filles qui sont intéressées par l'informatique à des chercheuses, à des coachs. Donc, le coach, c'est notamment pour toutes les initiatives qui existent actuellement de codage en dehors des écoles, donc codage dans des environnements hors scolaires. Mais ça pourrait également être l'enseignant, évidemment. Donc, si l'enseignant est sensibilisé à ça, il pourrait jouer ce rôle de mentor. Et ça peut être évidemment un proche à plus ou moins par rapport à la famille, comme je vous ai dit, un voisin, un animateur dans une maison de jeunes, tout pour fonctionner. Donc, à côté, alors justement, des influences, maintenant, on va vraiment aller aussi plutôt dans le contexte vraiment de l'enseignement. Donc, ici, pareil, on a pris par rapport à l'informatique, mais ça se retrouve aussi dans d'autres filières, notamment les classes de sciences, etc. Parce qu'on voit qu'il y avait aussi des inégalités qui sont bien présentes et dont les enseignants n'ont peut-être pas forcément conscience non plus. Donc, déjà, bien souvent, les filles n'ont pas toujours ce sentiment d'être à leur place dans ces classes où finalement les garçons sont plus nombreux et où on a aussi des environnements un peu stéréotypés. C'est-à-dire que bien souvent, voilà, dans les classes de sciences en général, on aura comme affiche des affiches de science-fiction, on aura Star Wars au mur, on aura des robots, etc. Alors qu'en fait, il a quand même été prouvé que voilà, si on était dans un environnement avec des affiches un peu plus d'art ou un peu plus neutres, finalement, les filles se sentiraient aussi un peu plus à leur place. On voit aussi qu'au niveau du matériel pédagogique, donc vraiment les premiers outils finalement, les premiers matériaux avec lesquels vont travailler ces enseignants, ils sont déjà aussi un peu biaisés, puisque finalement, ce sont des outils qui ont aussi été créés par des hommes, donc pour des hommes. Donc, on voit que finalement, tant dans le contexte, dans l'image, dans le langage utilisé, ils vont peut-être plus être facilement compréhensibles, ou en tout cas, les garçons vont être plus attirés vers eux que les filles. Et on voit aussi qu'on ne prend pas souvent en compte dans ce matériel pédagogique du fonctionnement vraiment des filles. Donc, en fait, on va se dire que pour les garçons, en fait, l'outil, il va suffire. On a vraiment une motivation qui est intrinsèque. On va utiliser l'ordinateur, ça suffit parce qu'il est branché machine, ordinateur, etc. Que chez la fille, il y aura quand même un besoin d'un environnement qui va lui permettre aussi d'exprimer sa créativité, d'être en confiance, etc. Donc, on va voir que les filles, il va falloir aussi les toucher un peu plus au niveau de leur motivation vraiment extrinsèque. Et donc ça, on retrouve toutes ces inégalités dans l'enseignement dispensé qui vont avoir donc justement aussi des répercussions. On a aussi, toujours dans ces inégalités, on a ce point de vue finalement enseignant.
Donc, les enseignants sont souvent peu au courant finalement de ces stéréotypes-là. Ils sont peu formés aussi à ça. Donc, il y a les biais dans les images qui sont véhiculées. Et donc, de par cette méconnaissance ou ce peu de connaissances, ils peuvent en tout cas être aussi des sources d'expériences plutôt négatives, justement pour les filles. Donc, on voit que ces inégalités, elles sont dans le monde de l'enseignement, etc., mais on le retrouve aussi au quotidien. Et là, on est tombé sur cet exemple-là hier, simplement dans la lecture et dans les jeux qu'on propose encore aux enfants. On a ici le petit garçon, on a vraiment les livres petits garçons où là, ils vont être pompiers, vétérinaires, marins, policiers, alors que la petite fille, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle, ce sera la princesse ou jouer au rôle de maman. On aurait pu, dans cette logique, avoir finalement le rôle du petit garçon vraiment informaticien. Et donc, comme disait Julie tout à l'heure, il y a vraiment ce besoin d'encouragement aussi des filles vers ces filières plus scientifiques, plus techniques. On voit du coup qu'elles sont quand même beaucoup moins sollicitées, donc elles participent beaucoup moins à ces domaines-là, et du coup, elles ont aussi moins confiance en elles dans ces domaines, dans leurs capacités, et donc elles ont vraiment aussi besoin de devoir travailler en groupe, d'être mises en avant. Bien souvent, on va se dire, voilà, j'ai une classe avec 5 filles, je vais mettre une fille dans chaque groupe. En fait, même si l'attention est bonne, au contraire, là aussi, il va vraiment avoir ce syndrome un peu de l'imposteur et se dire, pourquoi moi, en tant que fille, je vais devoir me mêler à ce groupe de garçons? Et finalement, peut-être être influencée aussi par leur manière de faire, leur façon de réagir et de penser comme eux. Donc finalement, on va tomber dans un travers, alors que c'est quand même mieux d'essayer alors de regrouper vraiment les filles entre elles. Alors, donc on voit aussi qu'il y a vraiment ces représentations donc, qui sont limitées. Donc, il y a peu d'expérience antérieure, donc il y a peu de connaissances, souvent biaisées. Et quand on avait demandé justement, donc ici c'était en 2019, une étude avait demandé justement tant à des filles qu'à des garçons, qu'est-ce que c'était pour toi le métier justement d'informaticien? Ils n'avaient aucune idée à 80%. Et pour eux, ces représentations biaisées, c'était vraiment de se dire, on est assis devant un ordinateur toute la journée. Alors qu'en fait, il n'y a pas que ça. On voit aussi que le fait d'être dans l'informatique, c'est toujours lié à la programmation. Et ça peut vraiment être un frein pour les filles parce que la programmation, ce n'est pas quelque chose qui va attirer les choses. Voilà, il y a d'autres choses que ça. Et on voit aussi que les filles, elles ont vraiment ces préférences pour un domaine qui sera plus orienté vers les gens. Et là, le message qu'il faut vraiment faire passer, c'est que finalement, les sciences informatiques, elles se retrouvent dans énormément justement de métiers et voilà, tous ces domaines techniques finalement se retrouvent aussi dans la médecine, dans tout ce qui est business, tout ce qui est biologie, tout ce qui est aussi domaine créatif avec la création des designs de sites web, des interfaces, le prototypage, etc. Donc, il y a tous des processus vraiment où il y a vraiment ces aspects techniques où il faut vraiment attirer les filles qui se retrouvent vraiment dans des métiers qui n'ont pas cette caractéristique et ce label, cette étiquette vraiment sciences et technologies. Alors, rapidement, parce que je pense que le temps passe aussi, je n'avais pas d'idée de timing, mais donc disons que ce qu'on propose ici est donc une façon de travailler, ce serait justement de déconstruire les stéréotypes en proposant des activités qui proposent, comme Fanny l'a dit, qui visent donc des compétences différentes, design, management, développement, analyse, qui recadrent les métiers d'informaticien, peu importe le niveau, donc que ce soit après informaticien master, informaticien en baccalauréat, que ce soit une formation de plus courte durée. Le but, c'est de montrer qu'il y a aussi différentes facettes, qu'il n'y a pas que de la programmation, parce que c'est souvent ce qui est dans la tête des enfants, c'est-à-dire qu'on est une personne qui va travailler derrière un ordinateur et qu'il y a pas mal de choses qui, effectivement, sont plus à même de sans doute plaire aux filles, et surtout de promouvoir une éducation à la critique, à la technologie, avant de se concentrer même aussi sur des notions techniques très poussées, dont les enfants ne voient pas toujours l'intérêt. Donc, c'est vraiment de faire en sorte d'ouvrir la boîte noire et de déplier justement tout ce qui se passe au niveau de l'informatique pour donner plutôt l'envie à des enfants de s'y plonger parce que ça a du sens pour eux, donc parce qu'ils retrouvent que ça a du sens par rapport à leur vie quotidienne. Ensuite, la solution dans la société de façon générale, c'est sans doute de médiatiser des modèles féminins qui sont accessibles, et de favoriser la relation avec ces modèles et de réfléchir vraiment à la communication autour des opportunités et en dehors en fait de l'école. Donc cette idée de girls only, c'est vrai que ça a fait ses preuves dans certaines recherches scientifiques, mais évidemment il y a aussi cette notion peut-être de se dire est-ce qu'on impose une fille dans chaque équipe?
ça se voit de temps en temps. Il faut savoir que là, la fille va se sentir isolée et va avoir un comportement qu'elle n'aurait pas eu lorsqu'elle reste entre filles. Donc, il faut vraiment réfléchir aussi à la façon qu'on a de vouloir intégrer les filles. Il ne faut pas que ça se fasse par le forcing, en fait, en se disant, bon, j'ai 5 filles dans ma classe, mais ce que je vais faire, c'est que j'ai imposé une fille dans chaque groupe. Comme ça, il y aura cette espèce de vision féminine dans chacun des groupes. Ça ne marchera pas. Et donc, l'idée, c'est vraiment, on va clôturer là, on va dire, il y a quand même pas mal de choses qui existent, ça bouge de plus en plus, mais il faut vraiment attirer les filles vers les métiers de l'informatique pour justement rétablir l'équilibre qui actuellement n'existe pas au final au niveau technologique. Et là, je crois qu'on a donné pas mal de pistes. Après, on peut en discuter évidemment lors de questions. Donc, merci pour votre attention et voilà, on reste ouverte aux questions et aux discussions et aux réflexions si vous en avez. Merci beaucoup, Fanny et Julie. Nous avons quelques questions. Alors, la première ici, une personne a demandé quels outils concrets et pratiques pour former les enseignants à tous les niveaux d'enseignement à cette question. Donc, là, on demande vraiment le côté pratique. Surtout qu'on a beaucoup de professeurs en fait qui nous suivent. Peut-être que vous avez des idées. Aussi peut-être pour les professeurs allophones, puisque ici, nous sommes principalement avec un public de professeurs de français langue étrangère ou d'étudiants. Oui, malheureusement, je pense qu'il n'existe pas à ce jour une formation vraiment. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est qu'il ne faut pas forcément se focaliser sur la problématique de genre mais il y a quand même pas mal d'études de genre. Par exemple, déjà de façon générale, la compréhension de la problématique du genre de façon générale est super intéressante. Après, si vous voulez avoir des exemples concrets, je préconiserais d'aller peut-être lire un petit peu les travaux de vulgarisation d'Isabelle Collet, qui est suisse et qui a beaucoup réfléchi à toute cette problématique. À côté de ça, c'est vrai que ça reste quelque chose qui est encore assez largement pas à la disposition de tout le monde, je dirais, dans le sens où effectivement, il y a peu de travail de vulgarisation sur ces problématiques. Je vais réfléchir peut-être je vais refaire un petit topo un petit peu de ce que j'avais pendant les interventions des autres personnes et je pourrais les mettre si je trouve 2-3 trucs dans le chat pour que ce soit accessible à tout le monde. Oui, avec grand plaisir. Une autre question, quelles implications des pouvoirs publics belges pour changer cette tendance? Il y a un comité, il y a un comité qui discute de ça depuis, je pense, maintenant 2 ans, avec vraiment des actions qui vont être mises en place. Maintenant, moi, j'ai eu contact avec eux jusqu'en mars 2020 et Covid aidant, je pense que pas mal de réflexions se sont arrêtées, mais franchement, il y avait quelque chose qui est en train de se mettre en place et de façon plus générique que pour l'informatique, donc c'était pour les STEM en général. Donc, je pense que les politiques belges en sont conscientes et qu'il va y avoir des choses qui vont bouger maintenant, quand ça bouge, il faut le temps que ça bouge, évidemment. Donc, avant qu'il y ait un impact jusqu'à notre enseignement, par exemple, ça va être un petit peu difficile. Maintenant, avec le nouveau, donc pour les Belges, l'apparition du nouveau pacte d'excellence au niveau de l'enseignement obligatoire belge, il y a évidemment ces questions-là sont évidemment abordées dans le pacte aussi, de façon un peu transverse comme ça, mais donc il y a quand même je dirais, une volonté de sensibiliser les enseignants qui est là et qui va tout doucement grandir et qui devrait faire normalement un peu des vagues et qui devrait faire bouger les choses. Ok, super. Nous avons une autre question ici. Quels seraient les modèles féminins qui conviendraient mieux, selon vous? Puisqu'on avait parlé de l'idéalisation de certains modèles. Moi, je pense que ce sont nos étudiantes, des étudiantes qui ont fait des parcours classiques au final. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être avoir une espèce de campagne qui montrerait des jeunes filles qui sont venues. J'étais étonnée, moi, par exemple, quand je suis arrivée à l'UNIF, d'avoir interrogé un peu les jeunes filles qui arrivaient en bac 1. Certaines avaient même été découragées par leur prof de secondaire parce qu'on leur disait, en gros, tu es trop créative pour venir faire de l'informatique. Et malgré tout, après, il faut aller voir ce qu'elles font. Donc, il y a des filles qui font des métiers assez étonnants. On a des filles qui sont pas bonnes en programmation, mais qui réussissent quand même, mais qui après ne font pas de programmation du tout et qui ont des parcours un peu inspirants. Et on devrait le faire on ne devrait pas forcément aller chercher des modèles hyper connus. On devrait peut-être juste se contenter de montrer la réalité et la réalité des métiers. Après, qu'est-ce que font ces femmes?
Est-ce que ça implique d'office J'ai l'impression des fois aussi qu'on va chercher dans certaines études toujours les cas un peu négatifs de personnes qui ont dû faire des sacrifices, mais il y a des filles qui sont très bien et qui vivent leur vie d'informaticienne très bien aussi. Donc, je pense qu'on devrait faire un appel à témoins et peut-être aller chercher justement des personnes qui ont des vies normales au final, hein, des vies comme tout le monde ici et qui se sortent bien et qui aiment ce qu'elles font. Ok, super. Je pense qu'on pourra continuer peut-être ensuite et on va passer à Amina Yagoubi. Il y aura encore une séance de questions-réponses, donc si vous le souhaitez poser toutes vos questions, on pourra encore les garder pour la fin et je pense qu'on pourra faire une sorte de table ronde entre les 4 intervenantes. Ce sera le mieux. Donc je laisse la parole à Amina Yagoubi. Merci Oui, beaucoup. vous m'entendez là? Évidemment. Vous m'entendez? Bon, bah, écoutez, je vais aller chercher ma présentation. Donc moi, c'est Amina Yagoubi, je suis sociologue de formation, docteur en sociologie. Je mène diverses recherches en lien avec la transformation numérique, le numérique. Actuellement, je suis sur un projet de recherche en collaboration avec la TELUC et puis d'autres organismes, des cégeps, etc. au Québec sur l'intelligence artificielle. Quelles sont les nouvelles compétences? Moi, je m'intéresse beaucoup aux compétences. D'ailleurs, on est en co-construction d'un des référentiels de compétences de gestion de projets en intelligence artificielle. Et j'ai réalisé cette étude sur le numérique et les jeunes au Québec en collaboration avec le Printemps numérique, donc qui est un organisme à Montréal qui a développé un projet qui est le projet Jeunesse Québec 2030 et qui avait besoin justement de données, d'aller chercher des données. Donc, on a collaboré sur cette recherche parce que ils ont développé des cafés numériques en région. Donc, ils sont partis en région de Montréal. Nous, on est à Montréal. Donc, ils sont partis en région dans d'autres villes pour faire découvrir les nouvelles technologies aux jeunes. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu aussi récolter de la data, des données, etc. On a rencontré 400 personnes, etc. Donc, et puis aussi avec la chaire de recherche sur l'équité numérique à l'UQAM. Donc, c'était vraiment un travail qui a été appuyé par Mitax. C'est un organisme qui appuie des recherches postdoctorales. Donc, je vais essayer de partager donc mon PowerPoint. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le résultat de cette recherche, de cette étude. Donc, l'étude est disponible sur le site du Printemps numérique. Elle fait 236 pages. Et puis, il y a beaucoup de données aussi qualitatives et quantitatives. Donc, on va essayer de passer en mode lecture. OK. Alors, ici, je vais parler de la fracture numérique. Au début, c'était une recherche sur la fracture numérique des jeunes au Québec, donc cette recherche partenariale, comme je vous ai dit, qui s'intitule Culture et inégalité numérique, la question des usages chez les jeunes en situation de vulnérabilité au Québec. Donc, il y a on a eu plusieurs pistes de plusieurs vulnérabilités qui sont sorties, ce que j'ai classé dans le rapport comme clivage plutôt que parler de fracture carrément. J'ai plutôt parlé de clivage, mais vous découvrirez le rapport, je ne peux pas tout mettre ici. Donc un peu le contexte, j'aime bien commencer par un contexte, le technocapitalisme, l'économie numérique. Quand on sait que la moitié de la population sont des femmes, on ne peut pas s'écarter donc de l'idée que elles doivent développer des skills numériques et puis leur littératie numérique, ce qu'on appelle la littératie numérique, on l'a vu avec la Covid, ça a tellement explosé l'usage du numérique que bon, on n'a presque plus le choix. Même les gens qui étaient un peu en retard ou qui étaient un peu hésitants se sont mis quand même à le faire. Donc, quelques chiffres, 4,66 milliards d'internautes, c'est des chiffres qui ont augmenté là depuis 2019 de plus de 7%. Donc, c'est en 2020, on a vu la montée avec la Covid. 4,14 milliards d'utilisatrices ou d'utilisateurs mensuels des réseaux sociaux, une augmentation de 12,3% sur un an des usages des réseaux sociaux. D'ailleurs, on est sur Facebook, 5,2 milliards d'utilisatrices et utilisateurs de téléphones mobiles, etc. Taux de pénétration, l'Amérique du Nord, bon, se situe en troisième, je pense. J'ai dû faire un coupé-coller. Bon, l'Europe à 95%, l'Europe de l'Ouest 92%, l'Amérique du Nord 85%, et puis on voit l'Afrique qui est un peu
à la traîne, mais à mon avis, ils vont se rattraper 23%, 22%. Qu'est-ce qui se passe au niveau du numérique? On se rend compte que moi je m'intéresse en tant que sociologue à la société numérique, hein, comment on construit une société numérique et donc des citoyens numériques, des identités numériques aussi. Donc, toute la gouvernance numérique est organisée donc par les différents États, que ce soit d'ailleurs le CNIL en France avec les règlements sur la protection des données privées, etc. Donc tout ça, ce sont vraiment des initiatives au niveau des gouvernements, au niveau des organisations. Le Québec a un projet SAGA qui a développé avec l'UNESCO qui contribue à la réduction justement d'écart de genre en STEAM, donc c'est sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, transmettre de l'intérêt aux filles et femmes pour les disciplines STEAM à l'école, attirer des femmes dans les formations techniques et professionnelles et encourager l'égalité homme-femme dans l'évaluation professionnelle des scientifiques et des ingénieurs pour lutter contre les discriminations de genre au travail, à l'école, à la formation. Donc ça, c'est un peu les gros objectifs qu'on voit. Au Canada, donc on veut aider la réussite des jeunes. Moi, c'est mon étude a porté vraiment les jeunes, mais les jeunes, c'est aller de 14 ans à 23 ans. En tout cas, mon échantillon est de 14 ans à 23 ans, mais ça va jusqu'à 29 ans aujourd'hui, hein, quand on parle de jeunes. Donc, il y a 395 millions de dollars canadiens qui ont été investis pour la réussite des jeunes Canadiens, parce que c'est aussi appuyer aussi les jeunes vulnérables, aider les jeunes à réussir à l'école, etc., ce qui est quand même assez important. Des programmes en littératie numérique qui se sont développés, comme des programmes d'échange en matière de littératie numérique, où il y a 29,5 millions de dollars, et de programmes aussi plus ciblés pour les jeunes vulnérables. Donc, Passeport pour ma réussite Canada. Alors, quand on est parti en région, certains m'ont parlé de certaines justement initiatives qui relevaient d'un programme gouvernemental, parce qu'on n'est pas seul. Je veux bien que ce soit les parents ou les jeunes ou le copain ou l'association de quartier, mais aussi il y a la gouvernance numérique qui est un fait et qui est une réalité, c'est-à-dire qu'il faut de l'argent pour organiser les choses et aussi des politiques, on va dire, une volonté politique. Dans le plan numérique, plan culturel numérique au Canada et au Québec, donc la province de Québec, il y a eu plusieurs organisations de ce développement du numérique dans la société. Il y a le plan culturel numérique en 2014, le plan d'action en économie numérique qui est de 2016 à 2021, puis celui qui nous a importé dans cette étude, celui qui est numérique, le plan numérique en éducation, puisqu'on a rencontré les jeunes dans leur école et on leur a parlé un peu de leurs cours, de comment ça se passait à l'école, est-ce qu'ils avaient des cours, etc. Et puis ils étaient tous en région. Il y a beaucoup de disparités hein, au niveau des connaissances du numérique. Et je pense que c'est partout, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Il y a les grandes villes où c'est vraiment le centre où tout se passe. Il y a des écosystèmes de médiation numérique, etc. Et en région, il y a des fois des laissés pour compte. Il n'y a pas beaucoup d'appui. Puis des fois, il y a même des problèmes de connexion. Donc, le plan québécois d'infrastructure va venir régler ça de 2018 à 2028 pour connecter tout le Québec, bien sûr, et développer donc des infrastructures et de l'Internet à haut débit. On l'attend avec impatience, surtout en période de télétravail où beaucoup de gens sont allés habiter. On a une exode inverse, hein, ça, au lieu de partir vers la ville, on part vers les régions et vers les villages pour aller prendre un peu du vert et de la nature et télétravailler. Ça ne veut pas dire qu'on ne télétravaille pas. Donc, quelques données. Dans les pays de l'OCDE, les parcours professionnels des garçons et de filles divergent vers 15 ans. C'est la date, c'est vraiment l'âge qu'on retient dans les études, différentes études que j'ai vues. Et en moyenne, les garçons ont 2 fois plus tendance à choisir une carrière d'ingénieur, de chercheur ou d'architecte. Donc, il y a des variations selon les pays. En Finlande, par exemple, les garçons sont 4 fois plus nombreux que les filles à choisir une carrière d'ingénieur, de chercheur ou d'architecte. Les femmes, moins de 20% dans les programmes en général informatique et seulement 18% en ingénierie. En général, c'est ce qu'on retrouve au Québec, ce sont des données. Mais on va remarquer, là je n'ai pas le graphe, mais qu'en Inde, par exemple, on a plus de femmes, il y a plus une équité numérique, une égalité dans les professions technologiques et informatiques qu'en Finlande, par exemple, qu'au Canada, etc. Au Canada, les hommes sont un peu plus de 3/4 à occuper donc des professions en informatique. Ils sont 76,9%. Ça, c'est des données aussi qui datent de 2016, mais c'est celles que j'ai. Au Québec, donc dans la province de Québec, hein, je précise, les femmes sont à peu près 20% de professionnels des TI, donc des technologies de l'informatique. Et il y a un recul, on enregistre un recul de 1,29%. Et je pense que c'est un recul depuis 50 ans qui
qui est assez étonnant parce que j'ai rencontré des femmes, des professeurs d'informatique en région qui disaient, ben nous, on était à peu près à égalité dans les classes d'informatique et puis il y avait autant de professeurs en informatique et mathématiques que d'hommes. Donc c'est comme s'il y a un recul par rapport au début. Et pour avoir rencontré plusieurs femmes en technologie, aussi pour une deuxième partie de ma recherche qui est vraiment spécifique sur les témoignages de femmes, etc., les skills, les compétences des femmes en technologie, etc., ben, plusieurs disent que finalement, c'est comme s'il y a une sorte de régression. En fait, un retrait. Est-ce que c'est le geek qui a bloqué ça, l'image du geek, l'image justement, les conférencières auparavant ont parlé justement de l'image du travail de l'informatique, qui fait que les femmes ne trouvent pas ça très attractif. Donc, pourtant, le salaire moyen des professionnels dans le secteur est à 67 000 et hors secteur, toujours en technologie, à 77 300. Donc, les femmes, en n'allant pas dans des carrières technologiques, des formations technologiques, en développant pas des compétences technologiques ou numériques, s'écartent des bons salaires et des carrières certaines, quoi, où on n'a pas trop de chômage, où on a en tout cas une possibilité d'évoluer dans sa carrière. Alors, en 2015, les diplômés en sciences naturelles de l'OCDE représentent à peu près 23%. Il y a une grande différence entre hommes et femmes, surtout au niveau des compétences technologiques, qui justement, c'est ce qui explique les plus grandes inégalités salariales ce que je vous disais auparavant. Elles s'écartent justement d'emplois avec en tout cas des salaires plus attractifs, plus attrayants. En 2012 ou 2015, le Japon est le pays où on enregistre le plus grand écart entre les femmes et les hommes dans les métiers de technologie, plus de 25%. Le Canada présente un écart d'environ à peu près 15%, la France approximativement 15%. Je vous donne un peu un détail comme ça, 10% la France. Le Danemark au-dessus de 5%. Et c'est en Turquie que l'on observe le plus beau bateau d'inégalité salariale relative justement aux professions en technologie et aux compétences en technologie entre hommes et femmes. La formation et l'acquisition des compétences en technologie est un enjeu donc majeur, comme vous l'avez compris, pour les femmes et pour le développement des pays. Les femmes ne représentent qu'environ 30% des diplômés de sciences naturelles, ingénierie, antique dans les pays de l'OCDE, ce qui est une inégalité importante. Donc, on parle de fracture numérique genrée, ce que j'appelle la fracture numérique genrée, qui en termes de compétences numériques, déjà au niveau macro, au niveau des pays de l'OCDE, c'est une fracture qu'on enregistre et qu'on enregistre dans différents pays, étonnamment dans les pays occidentaux, et puis ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays comme l'Inde, etc. Donc, la fracture numérique, en termes de définition, théorie, c'est une inégalité, bien sûr, l'inégalité sociale, inégalité numérique. On dit fracture sociale, fracture numérique. À différents niveaux, on dira ça, mais en tout cas, souvent, les gens les plus vulnérables sont des gens qui viennent dans des milieux défavorisés, que ce soit socio-économiques, etc., qui n'ont pas l'appui des parents, l'accompagnement, qui n'ont pas le matériel, l'équipement, parce que si on n'a pas d'équipement, on ne peut pas faire c'est la loi de l'essai-erreur. Si on n'utilise pas de la technologie, si on le voit nous-mêmes hein, avec les Zooms, etc., plus on l'utilise, plus on développe des skills, des compétences, et plus on a un peu plus d'assurance par rapport à nos compétences et à notre littératie. Donc, même si, bien sûr, les ressources sociales et culturelles et le capital matériel aussi, familial, sont importants. Le milieu social fabrique des inégalités genrées en général dans la société, ce qu'on appelle aussi Auré et Frankel appelle ça le clivage genré. Et Octobre, une sociologue, Sylvie Octobre, qui est française, elle oppose la culture des filles à la culture des garçons. Et elle enregistre une nouvelle opposition. On le voyait tout à l'heure avec les images des jouets, des filles, la Barbie, puis le camion, etc. Bien qu'il y a une loi qui est passée pour justement, je crois en France, hein, pour enlever cette histoire de jouets genrés, parce que, bon, on va voir ce que ça va donner, mais bon, clivage des connaissances et de compétences qui interviennent justement sur la fracture numérique. Donc ça, c'est une spécialiste donc de la fracture digital divide, Arguitey, qui parle beaucoup de la fracture numérique. Alors, les jeunes natifs du numérique. J'ai été interviewée plusieurs fois sur la question du mythe du natif du numérique ou des jeunes. Moi, ça m'avait assez étonnée parce que c'est très marketing comme digital natif, c'est ça.
la théorie de Prensky, natif du numérique, soit tous les jeunes nés après 1980, 83, nés entre 80, 94, génération Z, génération Y, etc., sont des pros en numérique, des pros en technologie. Bon, ça, c'est une théorie. On l'a souvent entendu, mais eux, ils n'ont pas de problème, ils sont nés avec ils sont nés dedans. Mais c'est souvent des parents très tech qui disent ça. Les milléniaux, on les appelle les milléniaux, les Google générations, les e-générations, les net générations, les app générations, les homo sapiens, c'est digital natif. Le digital natif est un mythe. Not all people born after 1980 are digital native. Les jeunes usagers du web perçus à tort comme des experts avertis. Et il y a même une étude qui montre que les parents sont parfois plus compétents que leurs enfants au niveau du numérique et qu'ils leur apprennent. Mais ce qui est bien, c'est que ça fait une communication transgénérationnelle et ça, c'est intéressant. Je pense qu'il y a même des grands-mères qui sont pas mal. Donc, mythe du natif du numérique, même si les jeunes ont des cultures numériques communes et des usages quotidiens du web, ils n'ont pas de compétences numériques égales. Ça, c'est un leurre, même si ça marche au niveau marketing. Transformation du temps libre. Alors, ce que je sais quelques notes, ben, c'est ça en temps d'écran, malgré qu'ils passent beaucoup de temps d'écran, ils sont plus consommateurs du numérique que vraiment. C'est pour ça que je dis la question des usages. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'utiliser le numérique ou de le consommer, qui quelquefois c'est de la consommation, mais pour développer des compétences, ça prend une autre forme d'apprentissage. Et aussi, la vulnérabilité numérique que j'ai enregistrée aussi, c'est que ces jeunes ne savent pas se protéger dans le numérique, ne savent pas utiliser la protection de leurs données personnelles, leur mot de passe, etc., etc., etc. Donc, on peut quand même les éduquer aussi en termes d'éducation à déployer une identité, une citoyenneté numérique. Et je pense que c'est le rôle aussi de l'école, mais je pense pas, je sais pas si en Belgique ou ailleurs il y a des cours, mais au Québec c'est pas encore c'est pas encore développé au niveau justement d'une éthique, d'un usage éthique et responsable d'internet ne serait-ce ou du numérique. Donc démocratisation des équipements n'implique pas une meilleure connaissance du numérique. C'est pas parce qu'on a un cellulaire qu'on sait utiliser le numérique. Les jeunes souffrent d'une compréhension critique de la culture numérique et informationnelle bourdelois. L'enquête que j'ai menée avec le printemps numérique auprès de 50 jeunes, donc des vox pop et des entrevues qualitatives, 411 jeunes ont répondu à un questionnaire ludifié qui a été justement soumis pendant les cafés numériques organisés par le printemps numérique en région. 80% de jeunes utilisent le web. Alors, les résultats, c'est ça, pour se divertir. 50% pour se faire former. Bon, ça peut être des tutoriels sur YouTube, ne serait-ce que pour je sais pas, comment faire un pain, par exemple. 36% pour créer, 24% pour réseauter. La plupart des jeunes ont connu des expériences négatives sur les réseaux sociaux numériques. Et c'est là où est apparue cette notion de vulnérabilité numérique et pour moi, que j'arrive à la fracture numérique. Cette fracture numérique ou ce clivage numérique, il peut être aussi pensé, je pense, en termes de vulnérabilité numérique. Et 4,4% des jeunes, c'est ce qui n'est pas énorme, mais n'ont pas d'équipement numérique. Mais quand on parle d'école à la maison, c'est un problème. Plus de 70, surtout de connexion. Bon, la fracture numérique, moi, je le prends au deuxième degré. Premier degré, c'est quand on n'a pas la connexion. Donc, 70% des jeunes au Québec disent, en tout cas dans mon échantillon, disent savoir utiliser les paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux numériques. Les jeunes se disent autodidactes pour développer leurs compétences en ligne. La plupart des jeunes, par contre, déplorent un manque de cours pratiques à l'école. Beaucoup d'ailleurs disent pourquoi je n'utilise pas le cellulaire, je pourrais apprendre avec le cellulaire. C'est quand même plus pratique de venir avec sa tablette ou avec son cellulaire pour, bien sûr, pour apprendre à l'école. Bon, ça, je ne sais pas ce qu'en pensent les enseignants, en tout cas pas partout. Je pense que tout le monde n'est pas d'accord, mais maintenant on voit apparaître des robots humanoïdes, etc. Alors, ça, c'est un graphique que vous allez retrouver dans mon rapport, dans ma recherche, que vous pouvez aller télécharger sur l'organisme, sur le site de l'organisme Le Printemps numérique. Donc, en gros, je vais pas tout lire, mais bon, c'est ça. Les jeunes femmes, elles ont des usages plus créatifs et communicationnels, collaboratifs que les garçons qui sont plus techniques, plus jeux vidéo, visionnement du sport, etc. Les deux sont plus ou moins réseaux sociaux, mais les garçons s'expriment moins dans les réseaux sociaux que les femmes.
Les garçons aiment bien regarder, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais les femmes, elles sont plus cellulaires et les garçons sont plus console de jeu avec un ordinateur de bureau, bien sûr. Ça prend un ordinateur de bureau pour avoir une console de jeu et pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, c'est ça. Donc, culture, en gros, et compétences numériques. Donc, oui, on peut avoir une culture numérique, mais on peut ne pas avoir des compétences numériques. Alors, c'est un peu compliqué, mais bon, on peut avoir un usage quotidien de son cellulaire, mais ça ne veut pas dire qu'on a des compétences numériques. La fracture numérique est une reproduction des inégalités sociales. Si je n'ai pas d'équipement matériel ou si mes parents ne m'apprennent pas ou ne m'expliquent pas certaines choses, ben, c'est sûr que je vais reproduire, je vais avoir du mal. La fracture numérique genrée est d'abord sociale, d'après moi. Il y a des biais en termes d'éducation, des stéréotypes, etc. Elle oppose, et je rejoins Sylvie Octobre qui dit elle oppose la culture des filles à la culture des garçons. Parce qu'en effet, moi j'ai rencontré des jeunes qui sont en plein développement, c'est des adolescents, qui sont plein de construction en même temps identitaire. Donc ok, tout se joue, c'est comme si tout se joue avant 15 ans ou à 15 ans, c'est vraiment la date limite. Mais quand même, c'est des jeunes qui se construisent au niveau de leur identité, au niveau de leur sexualité, au niveau de ce qu'ils sont. Est-ce que, bon, quel que soit d'ailleurs le genre, mais donc, il y a des affinités de groupe. Les filles vont rester avec les filles, les garçons avec les garçons, etc. Donc, c'est quelque chose. C'est partout pareil. Donc, il y a vraiment une culture de filles et de garçons. En général, les jeunes, en général, ont un déficit de culture numérique, peu de compétences, faible culture informationnelle, des vulnérabilités numériques. Ça a été rapporté dans l'enquête, des risques, des cyberaddictions, et puis même, certains ont dénoncé du cyberharcèlement. Le rôle important du milieu familial, surtout pour les filles. Parce que plus le milieu familial va être STEAM, par exemple, un des parents ou quelqu'un dans la famille et tout, est dans les STEAM, dans la technologie, les sciences, etc., ou travaille dans un milieu informatique, plus les filles vont s'intéresser à la technologie. Elles sont très influentes, elles sont très structurées par le milieu familial, l'éducation numérique, ce qui va jouer donc dans l'éducation numérique, le choix de leur future carrière, si elles voient maman, papa toujours sur l'ordinateur et puis travailler ben, il y a des chances que ça résonne quelque part et puis même si les autres jouent un rôle, les autres milieux comme social, scolaire, mais c'est surtout le milieu familial chez les filles. Alors, le sel, c'est l'objet totem pour les filles. Pour chatter avec des amis ou plus, pour personnel, réseaux sociaux, c'est le cellulaire. Ça, c'est leur 14 ans. Ça, c'est vraiment des extraits de mes entrevues. On préfère le cellulaire, parce que c'est simple, c'est pratique, c'est portatif. L'ordi, j'y comprends rien. Donc, ça, c'est au milieu, vous avez un nuage de mots que j'ai fait avec tous les mots qu'elles m'ont au niveau des réseaux sociaux. Donc, vous avez Messenger, Flamme, elles jouent des flammes, elles discutent, elles communiquent, elles maintiennent des réseaux, des relations, etc. La perception genrée des compétences numériques d'un côté comme d'un autre, on va dire que ben, les filles ont plus de niveau de compétences numériques. Les garçons, ça va être moyen, mixte et très bon. Les filles, ça va être leur perception de leurs compétences numériques. C'est vraiment, je suis débutante, j'ai un niveau mixte, moyen, bon, très bon. Donc, c'est vraiment très diversifié. Et ça dépend de quel matériel elles utilisent. Si elles utilisent, par exemple, des ordinateurs, et puis un cellulaire, et puis une tablette, alors là, elles vont avoir, plus elles diversifient leur équipement numérique, leur matériel, leur capital, ce que j'appelle le capital numérique, leur matériel numérique, plus elles pratiquent, plus elles développent des compétences techniques et numériques. Ça, c'est important, mais et puis bon, les compétences transversales sont très importantes, la créativité, la réflexivité, l'esprit critique pour les deux. Puis la famille, c'est déterminant chez les femmes, les filles. Les garçons, ça va être le cercle social qui va être déterminant. C'est pour ça qu'ils développent plus de skills, parce qu'ils jouent plus avec les ordinateurs, plus avec les jeux vidéo, plus avec les copains, etc. Donc, à l'inverse, ça serait plus le cercle social chez les garçons. Alors, perception genrée des compétences numériques. Les filles veulent être. Alors, pourquoi? Je leur demande pourquoi il y a cette différence. Pourquoi vous n'allez pas dans des voies technologiques? Alors, il y en a une qui me dit parce que on veut suivre nos amis, on suit les mêmes voies que nos amis. Donc, si les filles vont dans des domaines sociaux ou en communication, elles vont suivre leurs copines. La majorité du temps, c'est plus les gars qui préfèrent les jeux vidéo que les filles. Il y en a une qui est en technologie. Elle m'a dit, je suis contente, je suis fière de moi parce que je veux montrer le chemin. Donc, elle parlait, les conférencières tout à l'heure parlaient justement j'ai bien aimé cette histoire d'exemple, mais pas l'empowerment de femmes exceptionnelles, mais de personnes de tous les jours, les femmes de tous les jours. L'image que j'avais d'un informaticien, aussi, il y en a une qui dit, c'est comme quelqu'un qui est toujours dans son sous-sol. J'imagine que c'est pour ça que les filles n'y vont pas.
Et puis, c'est un milieu très difficile au niveau du moral. C'est quelqu'un qui était très maths. C'est sexiste. Les femmes ne sont pas super bien traitées. Elles n'ont pas senti qu'elles avaient leur place. Alors, elles ont changé. Donc ça, c'est une fille de 18 ans qui me dit ça. Les garçons, on a seulement 2 femmes dans mon programme. Les femmes ne sont pas intéressées par la technologie. C'est pas encore moitié-moitié. Bon, ils n'ont pas l'air de... en fait, ils sont pas très... ça les intéresse pas. Ça intéresse... La présence des femmes est minime. Quand j'ai commencé, on n'avait qu'une femme dans tout notre programme. Voilà, on retrouve des classes, par exemple, de jeux vidéo, des programmes de jeux vidéo, etc. Il y a 2-3 femmes maximum. Hein. C'est vraiment très courant. Donc ça, on l'a vu. Alors la problématique, c'est la dissonance numérique au niveau scolaire, difficulté d'établir un lien entre des pratiques numériques sociales et des apprentissages scolaires. Flukiger, hein, on parlait justement tout à l'heure de l'école, le rôle d'école, ben, c'est une partie que j'ai un peu rajoutée parce que je me disais, ben, c'est bien d'en parler quand même, on est en éducation. On a du mal justement à arrimer, à faire un transfert de connaissances du milieu donc social et amical, etc., et familial, au milieu scolaire. Donc, le transfert est difficile entre, par exemple, une littératie en ligne et une littératie numérique. Est-ce que si je vais sur les réseaux sociaux, j'ai les mêmes compétences que si je vais vraiment, est-ce que ces compétences, je peux les transférer pour développer une littératie numérique? Les difficultés, donc, il y a des mutations des liens entre les capitaux culturels et scolaires, des problèmes de convertibilité, de savoir-faire numérique alternatif en capital scolaire. Donc, j'ai fait un petit schéma comme ça. Donc, d'une partie, vous avez tout ce qui est compétences numériques, savoir normatif. Et de l'autre côté, c'est tout l'usage numérique des jeunes, ce que j'appelle l'usage culture numérique, communication, loisirs, divertissement, connaissances informelles. Comment on arrive à coller les deux? Comment on arrive à faire le transfert de savoir? Donc, les auteurs parlent de dissonance numérique. Compétences numériques rapidement, compétences transversales, compétences numériques, compétences transversales, c'est comme développer l'intellectuel du numérique. Qu'est-ce que c'est un citoyen numérique? Qu'est-ce que c'est avoir une identité numérique? Qu'est-ce que c'est faire attention à son image en ligne? Donc, c'est développer un regard critique sur le traitement de l'information, mais je sais pas, mais aussi faire de la photo, comment on fait de la photo, comment on partage des photos, c'est ça. Que ce soit de l'information écrite ou de l'image. Compétences numériques et techniques, donc c'est quand même des compétences transversales qui sont importantes pour avoir une bonne littératie numérique, puisque elles complètent les compétences numériques et techniques qui, d'une part, c'est la communication, d'autre part, c'est compétences stratégiques et pratiques et une compétence instrumentale, structurelle ou informationnelle qui se divise donc en 3. Et compétences transversales numériques, on le voit dans tous les référentiels donc de compétences, le DIGCOMP en Union européenne, le 4CS aux États-Unis, compétences 21e siècle OCDE, compétences numériques en éducation. C'est le référentiel de la compétence numérique en éducation. Adapter donc les référentiels de compétences numériques selon les publics. Moi, je pense qu'il faudrait adapter selon les publics, les cultures et les langues aussi, en faire un outil réflexif, adaptatif et agile. Il faut favoriser aussi l'apprentissage mobile, l'UNESCO 2016. Donc, les jeunes qui utilisent leur cellulaire ou les jeunes filles qui aiment utiliser leur cellulaire, comment on arrive à justement leur transmettre un apprentissage numérique en utilisant leur cellulaire. Et puis peut-être aller vers de nouvelles directions qui sont les STIAM, par exemple promouvoir la créativité numérique, qui est très développée aux États-Unis et en Chine, c'est sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques. Donc, c'est comme des pistes comme ça qu'on peut proposer. Moi, je me suis amusée à croiser 3 référentiels de compétences. Et puis, c'est la créativité, la communication, la collaboration qui reste très important pour développer la compétence justement numérique et la littératie numérique. Il faut quand même continuer à former les jeunes à user d'un esprit critique, de créativité et de collaboration, et aussi leur apprendre à lutter contre la vulnérabilité et aussi maîtriser, parce qu'on le voit avec la cybersécurité, leur sécurité en ligne. Les défis, initiatives, recommandations. L'OCDE appelle plus d'efforts pour réduire la fracture numérique, que ce soit dans les pays du Nord ou les pays du Sud, favoriser l'inclusion numérique, les femmes en STEAM, développer des compétences, la littératie numérique, élargir l'accès aux données, la gestion de la protection de la vie privée, donc apprendre à gérer sa vie privée et ses données, parce que les données, c'est le nouvel or, surtout avec l'intelligence artificielle qui s'en vient et qui se développe de l'époque, là. L'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale, par exemple, aussi faire attention, justement, on parle de plus en plus, je sais pas chez vous, mais ici, de souffrance psychologique dans les réseaux sociaux, etc., surtout avec la pandémie, etc.
Et puis aussi lutter contre le cyberharcèlement qui touche souvent un jeune de 15 ans sur 10, ce qui est pas mal. Et puis miser sur la formation tout au long de la vie, comme on le fait nous et comme les jeunes devront le faire aussi. Initiative inclusive, conseil sur l'égalité hommes et femmes en matière d'éducation, d'emploi et d'entrepreneuriat de l'OCDE, lutter contre les stéréotypes genrés ou sexistes, appuyer le rayonnement de femmes scientifiques, physiciennes, mathématiciennes dans les manuels scolaires. On voit bien encore des CA et des réunions où il n'y a que des hommes qui parlent d'informatique et de sciences. Et puis, dans les manuels scolaires, il n'y a pas que les jeux. Hein. Au Canada, en 2018, création du ministère des Femmes et de l'égalité des genres, donc quelques initiatives inclusives. Par exemple, le Centre aussi de statistiques sur le genre, la diversité et l'inclusion chez Statistique Canada, également en 2018. Et le programme CodeCan, qui a un budget de 50 millions de dollars de 2017 à 2018, qui a été reconduit, qui finance plusieurs initiatives pour développer des compétences numériques des jeunes filles. Par exemple, Parlons Sciences, 10 millions de dollars, Grandir sans frontières, Voler filles, 5 à 17 ans. Donc, c'est beaucoup d'argent qui ont été investis pour justement la médiation numérique, ce qu'on appelle l'écosystème de la médiation numérique, pour appuyer, pour développer les compétences numériques des femmes et des jeunes filles, surtout des jeunes filles. La littératie numérique, donc, ça, c'est pas... Bon, les recommandations, c'est construire, voilà, aller vers une identité numérique et construire cette citoyenneté numérique. Alors, conclusion, on a vu arriver 1 milliard de télétravailleurs dans le monde, 5 millions de télétravailleurs au Québec, nombre à tripler. Les risques, c'est les emplois précaires, les plus affectés sont les femmes, les personnes âgées, les jeunes de 14 et 24 ans, les travailleurs à temps partiel ou temporaire. Donc, ce n'est pas rien, ce n'est pas simplement un gadget ou c'est vraiment important. La fracture numérique, c'est quelque chose auquel il faut s'attaquer. Il faut que tout le monde soit égal au niveau que ce soit d'ailleurs l'égalité sociale et l'égalité numérique, hein, bien sûr. Le problème du marché du travail, du télétravail qui s'est multiplié avec la pandémie, puis voir aussi au niveau des gens qui sont isolés par rapport aux socialités virtuelles que j'appelle, c'est-à-dire que les gens, le fait qu'ils utilisent numérique et qu'ils savent l'utiliser, ils peuvent quand même développer des socialités virtuelles, surtout en temps de pandémie, alors que s'ils n'ont pas d'équipement et qu'ils ne savent pas utiliser leur ordinateur, ils sont beaucoup plus isolés. Puis on va vers une économie numérique et vers le développement de l'intelligence artificielle qui va demander de plus en plus de ce type de compétences. Ouais, merci. Merci beaucoup, Amina. Alors, nous avons quelques questions. On en gardera quelques-unes pour la fin, d'accord? Comme ça, on pourra tout de même écouter Mona Laroussi sans dépasser le temps. Une spectatrice nous a offert cette considération qui est « Ma fille, 16 ans, n'a que très peu de connaissances numériques. Elle n'a pas d'idée de son image numérique, encore moins de moyens ou connaissances pour sécuriser sa recherche ou son identité. » L'école secondaire donne accès à des tableaux interactifs, mais peu de culture numérique. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Elle est où, cette personne? C'est un petit peu plus loin dans le... Non, ce que je veux dire, est-ce qu'elle est au Canada? Est-ce qu'elle est... Si je ne me trompe pas, elle est en Belgique. Ah, ok. C'est ça, c'est ce que je vous ai dit. On a beaucoup de retard par rapport à ça. On développe des référentiels, mais on n'adapte pas aux différentes exactement. C'est apprendre aux jeunes, que ce soit à l'école ou par des manuels, de construire leur image, de développer leur image, de développer une identité numérique et que c'est un engagement. C'est comme être citoyen. Je pense que c'est des cours qui vont être de plus en plus d'actualité, surtout avec l'intelligence artificielle et l'éthique, la problématique de l'éthique, c'est sûr. C'est parce qu'on parle souvent d'impact, par exemple, social de l'intelligence artificielle, etc., ou l'impact social de ci, etc. Mais on ne peut pas donner que des cours de programmation et d'informatique. Bon, moi je défends ma paroisse un peu, je suis en sciences sociales et humaines, mais parce qu'on parle, les gens qui ne sont pas en sciences sociales et humaines parlent des impacts sociaux du numérique ou de l'intelligence artificielle. Mais si on ne donne pas justement ces outils aux jeunes pour se construire une citoyenneté avec des dimensions sociales et humaines, on ne va pas en faire des robots. Et encore que les robots commencent à avoir aussi des sensibilités. Ici, nous avons une autre question. Bonjour, la formation à l'utilisation des logiciels libres devrait être la norme. Pourquoi ne pas la développer?
Ah, moi, je suis pas la gouvernance numérique, c'est pas. Je fais partie d'Internet Society, une société justement internationale. D'ailleurs, ça s'appelle Internet Society. Et il y a plusieurs chapitres en France, etc. Et je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. J'ai pas fait la conférence sur les GAFAM parce que j'avais une introduction sur les GAFAM et sur le monopole des GAFAM. Et on a vu avec l'OVH Cloud, là dernièrement en France, qui a explosé avec 3,6 milliards de sites qui ont explosé, etc. Mais il y a tellement de monopoles entre les gros joueurs de l'économie numérique, là, les GAFAM, le BATX et les Chinois, etc., qu'effectivement, j'ai relevé des démarches plus écologiques. D'ailleurs, on parle de plus en plus d'écologie numérique. Ça aussi, ça fait partie de la formation citoyenneté numérique, identité numérique, écologie numérique. Ne pas polluer avec le numérique, on pollue beaucoup. Donc, est-ce que on peut pas apprendre aux jeunes? Je sais que en France, j'avais discuté avec une professeure documentaliste que j'avais interviewée, qui avait parlé justement d'accompagner les jeunes, à leur dire bon, ça c'est une très bonne justement à l'école, c'est cette initiative des professeurs documentalistes. Je salue leur initiative et leur matière parce que sont vraiment, ils accompagnent dans différents, que ce soit dans les arts, dans les mathématiques, dans la biologie, dans l'économie, ils accompagnent les jeunes avec un projet aussi numérique. Donc, effectivement, à utiliser, par exemple, des sites qui sont moins énergivores, des sites qui, par exemple, donnent de l'argent pour aller planter des arbres, etc. Mais oui, apprenons-leur aussi à utiliser des logiciels ouverts et libres qui existent sur Internet. On a tous tendance à aller tout de suite sur Google parce que ça va plus vite, hein, même si on sait qu'autre chose, qu'on a d'autres alternatives. Ok, super, merci beaucoup. On gardera le reste des questions pour la conclusion. Comme ça, on pourra avoir une conclusion avec les quatre intervenantes. Je vais laisser maintenant la parole à Mona Laroussi qui va nous présenter le nouveau portail Relief. Merci pour les deux présentations formidables, hein, parce que ça nous a appris beaucoup de choses. Et donc, je pars sur le partage de mes slides. Je voulais juste vous dire que je suis informaticienne, moi, et je suis docteur ingénieur en informatique. Et tout ce que vous avez dit en témoignant sur les difficultés d'œuvrer dans un milieu numérique en tant que femme, c'est du vécu pour moi. Donc là, je vais partir sur, je ne sais pas si mes slides sont partagés ou non, sinon je vais passer par le Alt-S comme tout à l'heure. Et puis voilà. Est-ce que c'est bon? C'est bon, ok. Donc, je vais être sur un autre registre complètement différent. C'est un registre où on... Pardon, excusez-moi. Je vais partir sur le portail Relief. Le portail Relief n'est pas forcément pour inciter les filles à rester dans des filières scientifiques ou parler de filières scientifiques, mais carrément inciter les filles à rester dans l'école, sur les bancs de l'école. Et donc, je vais vous parler de tout ça. Donc, si vous voulez, moi, je travaille en Afrique de l'Ouest. Je suis installée à Dakar. Je travaille sur un ensemble de pays qui sont dans la situation où les filles ne restent pas très longtemps à l'école pour des mariages précoces ou par une situation de pauvreté, on est obligé de faire un choix qui reste et qui ne reste pas. Donc, l'accès des filles à l'éducation est très important et le nombre est de plus en plus faible, même si, et j'ai mis à jour mes données parce que j'ai assisté à un rapport de l'UNESCO qui est de 2020 sur les nombres de filles, même si le nombre de filles a augmenté de 180 millions à 180 millions, même si le nombre de filles dans l'enseignement supérieur a été multiplié par 3 sur les 4 dernières années, l'accès à l'éducation a connu un bond ces 25 dernières années. Même avec tous ces bons résultats, malgré ces résultats, l'accès à l'éducation dans les filles et pour les filles à l'éducation reste un problème dans plusieurs régions. Et là, je vais vous dire pourquoi, parce que les 3/4 des enfants qui risquent de ne jamais être scolarisés, ce sont des filles. Moins de 1% des filles de femmes rurales pauvres ne terminent pas la partie primaire et secondaire de leurs études. Et puis, avec la crise de la Covid, les premières exclues de l'enseignement, ce sont les filles, malgré que ce sont les femmes qui sont sur le front.
Ce sont les femmes qui donnent les cours à distance à leurs enfants qui sont dans la maison et ce sont les femmes qui jouent le rôle d'infirmière, qui jouent le rôle de tout et elles continuent également à faire du télétravail. Donc, voilà un peu la situation de l'éducation des filles. Maintenant, que peut apporter l'éducation des filles? Donc, vous avez tout à l'heure parlé de situations importantes en disant que les filles, quand elles accèdent à des filières scientifiques, elles augmentent leurs revenus. C'est certes. Mais moi, je me situe à un niveau beaucoup plus bas, donc en disant qu'une année d'études supplémentaires peut augmenter le revenu d'une femme et d'une famille de 20%. Et si toutes les mères achevaient le cycle primaire, la mortalité serait réduite infantile, serait réduite de 2/3. Et puis 1 million des 6,1 millions d'enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans seront sauvés. 3 millions si toutes les femmes accédaient à une éducation au niveau du collège. Donc voilà un peu les statistiques sur lesquelles nous travaillons pour pouvoir justifier, mais c'est justifiable, l'éducation des filles. Maintenant, je vais partir sur ce portail Relief. Donc, Relief, vous avez l'URL là, inscrite sur mon écran. Le portail Relief a vu le jour suite à une grande conférence qui a été organisée à N'Djamena par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. C'est parmi les dernières avant les problèmes de la Covid. Et c'est suite à cette conférence, il y a eu un vibrant appel de N'Djamena avec plusieurs résolutions, dont une était de faire en sorte d'avoir un portail de ressources éducatives libres. Et là, je reprends à une question qui a été passée sur l'open éducation et les ressources libres pour les enseignants, pour intégrer cette notion de genre dans les supports pédagogiques. Donc, ce que nous, on a commencé par faire, c'était de poser la question à des enseignants en faisant un grand questionnaire. Est-ce que cette notion de genre vous parle? Et qu'est-ce que vous voulez comme ressources? Et puis aussi, comment vous voyez les choses? Donc, les réponses étaient vraiment très intéressantes parce qu'on a fait un questionnaire qui a regroupé à peu près 42 pays, plusieurs pays. Et les réponses étaient oui, on veut bien intégrer la notion de genre dans nos supports de formation, mais on ne sait pas comment. Oui, c'est intéressant, mais oui, vous nous dites comment faire. Et donc, en partant de ce constat, on a essayé de faire en sorte de voir quelles sont les ressources qui permettent de dire qu'on anime une salle de classe, comment on y rédige une ressource pédagogique dénuée de genre. Comment on fait pour faire de l'éducation physique et sportive accès aux filles et aux garçons? Comment faire pour que les filles ne disent pas « nous, on n'est pas faites pour les maths, on est faites pour les sciences humaines et sociales ». Donc, c'est bonnes pratiques qu'on doit inculquer aux jeunes depuis l'âge du primaire. Et vous l'avez dit dans une des présentations, c'est à l'âge de 15 ans qu'il y a cette cassure en termes de matière scientifique. Donc, on a essayé de se mettre en amont de ces 15 ans. Et puis voilà, donc nous avons un portail qui est accessible, comme vous voyez, en ligne sur web et aussi sur dispositif mobile, avec deux grandes catégories, les bonnes pratiques et les ressources pédagogiques. Donc, les ressources pédagogiques, je les ai évoquées. Et puis, il y en a plusieurs. Et puis, les bonnes pratiques, c'est des bonnes pratiques qui se déroulent à l'école et qui ont été relatées par des pays. On a des bonnes pratiques qui viennent de la Côte d'Ivoire sur la cantine pour expliquer aux filles et aux garçons que de manger dans une assiette rose ou bleue, ça ne change pas la nature de la nourriture qu'on mange. Il y a une pratique qui vient du Bénin pour expliquer que voilà, en faisant de l'éducation physique et sportive, on peut courir, les femmes peuvent courir aussi rapidement que les hommes, c'est juste dans les têtes qu'on n'est pas plus rapide, etc., etc. Donc, et du Rwanda également, on a de très bonnes pratiques. Et le plus intéressant, c'est que vous ne voyez pas que le problème est commun et qu'on peut trouver des solutions qui viennent d'ailleurs et qui peuvent être faites au Sénégal, par exemple, ici, ils ont Miss Mathématiques. C'est pour encourager les filles à rester dans les maths et ils ont Miss Mathématiques. Et cette initiative de Miss Mathématiques, qui est une bonne pratique, elle est aussi du fait à Rwanda. On a découvert que la même chose est faite au Rwanda, la même chose est au Côte d'Ivoire. Et je trouve que la pratique, elle est intéressante. Et l'idée, c'est vraiment de voir comment on peut partager les pratiques. Donc, voilà un peu sur ce portail. Après, étant informaticienne, et j'ai toujours travaillé en termes de recherche sur les
technologie éducative. Je sais que les enseignants non accompagnants ne font rien. Donc, on peut mettre tous les scénarios pédagogiques sur le net, on peut mettre toutes les ressources pédagogiques sur le net. L'enseignant, il ne va pas faire grand-chose. Et c'est pour cela que tout à l'heure, il y a ceux qui… Madame Yagoubi a parlé de littératie numérique, etc. Et ça vient aussi de ce fait-là. On s'approprie les choses quand on nous aide, on nous accompagne à faire ce travail. Donc, on a mis en place sur ce portail un réseau social d'utilisateurs et ces utilisateurs peuvent parler de ressources. En fait, c'est un peu refaire le mode d'usage sur Facebook pour dire, voilà, cette ressource, je peux l'évaluer avec 3 étoiles. Je partage ma ressource avec vous. Donc, on fait vivre la ressource à travers ces réseaux sociaux et aussi, on accompagne le moteur le portail Relief avec une formation en ligne qui débutera début mai en ligne et puis peut-être si la pandémie disparaîtra de notre vie en présentiel dans quelques mois. Donc voilà un peu le réseau social. Je vais m'arrêter là-dessus ma présentation, mais je voulais juste vous montrer un peu le réseau social, le Relief, comme ça c'est plus pratique. Voilà, donc voilà comment il se présente. Il y a les ressources pédagogiques et les bonnes pratiques. Et en cliquant sur les deux, on va avoir les recherches par thématique. Ma connexion, voilà. Donc, je voulais juste attirer. Donc, il y a le niveau, le format, le type, le domaine. Et je voulais juste vous montrer les pays. Donc, voilà tous les pays qui ont contribué avec nous sur ce portail. Et je voulais profiter de cet événement et de ces webinaires pour lancer un appel à tous les autres pays et des personnes qui sont connectées avec nous maintenant pour dire voilà tous les pays qui ont partagé avec nous, que ce soit des bonnes pratiques, que ce soit des ressources. Mais vous voyez, c'est ouvert à tout le monde. Donc, si vous avez des bonnes pratiques qui méritent ou non, parce que les mauvaises pratiques sont aussi des bonnes pratiques. Je le dis tout le temps parce qu'une mauvaise pratique, c'est quelque chose qui n'a pas donné ses fruits. Donc, partagez avec nous toutes vos pratiques, tout ce que vous avez fait. Les présentations d'aujourd'hui aussi, on peut les mettre sur le portail parce que ça intéresse beaucoup de personnes sur comment accéder et les statistiques et tout ça. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, avec le réseau social. Et puis vous allez voir, il y a de très belles vidéos, il y a des choses qui ont été développées chez nous en interne à l'IFEF pour des histoires qui viennent de la rue, la fille qui a joué au foot, que le papa a eu un basketteur qui a eu 4 garçons et une fille. Il voulait absolument faire une équipe de basket et la fille a réussi à être la meilleure basketteuse. Vous voyez, il y a des bonnes histoires, des success stories, pour parler pas en français, mais des success stories. Il y a aussi des ressources. Bon, je vous invite à regarder un peu ce qu'on fait et à partager avec les autres ce portail Relief. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur Relief. Je suis là pour répondre à vos questions et puis ça m'intéresserait aussi de voir tout ce qui a été mis par les autres collègues en parlant de toutes les entraves des femmes dans le métier du numérique, mais je pense qu'il y a un élément qui n'a pas été évoqué et c'est aussi la partie violence au niveau du numérique qui est un peu qui éloigne les filles de ce milieu-là. Donc, il faut juste compléter tout ça pour dire, voilà, on est un portail spécialisé où on peut mettre des ressources pour des filles, pour des enseignants, pour des enseignantes et pour tout le monde. Voilà pour conclure mes propos. Et merci. Merci beaucoup, Mona. Je me permets juste de noter qu'on ne voit pas le site web. Vous continuez à partager seulement le PowerPoint. Donc, il faudrait, en fait, j'imagine, refaire Alt-S et partager l'écran. Ouais. Oui, je vais peut-être arrêter comme ça, faire Alt-S. Bon, comment on switch d'une plateforme à une autre? Voilà, je ne sais pas si ça marche comme ça? Pas encore. Attendez, partager l'écran. Et on va partager Google. Voilà. Ça va? Oui, c'est parfait. Ainsi, on le voit. Donc là, vous allez partir sur ça, ce portail, vous faites la recherche
Et là, vous avez, ce que je voulais vous montrer, c'était surtout les pays, pour inciter ceux qui ne sont pas présents à y être. Voilà les pays qui sont contributeurs. Et on invite les autres à participer aussi avec nous. Bon, la Belgique y est, le Canada est là. Pour les deux. Mais on a un public issu des quatre coins du monde, donc j'imagine que quelques personnes pourront y rajouter. Merci Voilà, beaucoup. c'est pour ça. Voilà, On merci. a, on a quelques questions pour vous. Donc, la première, pouvons-nous faire appel à un formateur pour avoir des ateliers pratiques en ligne? Pardon, la question, est-ce que… Pouvons-nous faire appel à un formateur pour avoir des ateliers pratiques en ligne, par exemple? Oui, 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 oui. On Avec… pourrait Oui, oui. Je ne sais pas si ce formateur, c'est nous qui devons le fournir ou non, mais de toutes les manières, la formation sera en ligne avec un formateur tuteur parce qu'on juge que s'auto-fermer, ce n'est pas notre métier, c'est aussi accompagner les gens. Donc, nous, on mettra en place des tuteurs et des formateurs et dans les deux sens, on peut aussi recruter des tuteurs et des formateurs. Donc, dans les deux sens, c'est oui. Ok, donc c'est super. On a une autre question. Donc, tout le monde peut enrichir le portail et il y a vraiment, parce que c'était une des questions, donc c'est vraiment ce côté collaboratif qui est aussi assez intéressant. Donc, ça, c'est déjà une question qui est répondue. Sinon, il y avait aussi la question d'une autre personne qui était la question de l'équipement. Je pense qu'on va commencer à ouvrir comment dire, la conclusion générale entre les quatre participantes maintenant. En parlant justement de cette question de l'équipement qui crée justement cette fracture numérique. Bon, eux, ils vont parler d'équipement. Moi, je vais dire que nous, on a un problème de connexion Internet en Afrique. Et d'ailleurs, sur un des slides, il y avait marqué le nombre de connectés en Afrique. Et effectivement, parce que nous, on a un problème de connexion Internet plus que l'équipement. Et en Afrique, l'Internet mobile est beaucoup plus développé que l'Internet filaire parce que c'est comme ça, c'est arrivé directement avec la 3G. Et donc, du coup, nous, on se base beaucoup sur tout ce qui est mobile et on fait aussi des artefacts de substitution en mettant en place des nano-serveurs pour permettre à des personnes non connectées de se connecter. Et on achète des forfaits Internet pour beaucoup de monde. Donc, nous, on parle vraiment, en Afrique, on a plus d'un problème au niveau de la connexion qu'au niveau de l'équipement. Une autre participante veut intervenir sur cette question-là? Amina, on ne vous entend pas. Et Julie, peut-être vous voulez commencer. L'équipement, le matériel numérique, justement, j'en parle, le capital numérique, en fait, se constitue de plusieurs capitaux, en fait, en termes de possession. Et effectivement, pour augmenter la littératie numérique, plus on diversifie l'équipement, le matériel numérique, déjà, il faut en avoir, hein, parce que la fracture numérique, c'est ne pas en avoir, hein, ou très peu, ou avoir un seul ordinateur pour une famille de 10. Mais effectivement, c'est très, très important. Ça intervient beaucoup au niveau de… Et puis, ça devient un droit, hein, le droit à être équipé, parce que c'est le droit à aller travailler, le droit à apprendre, le droit à tout. Donc, je pense qu'il y a un terme de droit à ce niveau-là. Pour intervenir juste un tout petit peu en plus, je pense qu'en Belgique, nous, on aurait pu croire qu'il y avait de l'équipement en suffisance, mais la situation de la crise sanitaire Covid ici a montré qu'effectivement, la plupart des maisons en fait, avaient un ordinateur pour toute la famille, effectivement. Et donc, en fait, il y a des problèmes de connexion et d'équipement dans pas mal de domiciles, je dirais, en Belgique ici aussi. Et donc, on est seulement en train d'introduire je dirais, une éducation à la littératie numérique tout doucement dans les écoles primaires, mais au final, les écoles ne sont pas équipées et visiblement, les familles ne le sont pas plus. Donc, on va de toute façon se retrouver aussi confronté à la situation où on va être freiné par l'équipement et les politiques belges mettent des choses en place, mais voilà, la quantité à fournir est phénoménale. Oui, Amina. Pour continuer un peu, la Belgique, pas simplement la Belgique, le Québec, partout. Mais on s'est rendu compte, ça c'est terrible, c'est avec la pandémie. En fait, moi, j'ai aussi des étudiants à l'université qui me rapportent certains faits, mais avec la pandémie, tout s'est accéléré. Les problématiques liées au télétravail, les problématiques d'habitation, de connexion, d'équipement, d'apprentissage. Et c'est fou, c'est des choses qui étaient sous-jacentes. C'est comme, par exemple,
le télétravail, ben, on se rend compte qu'avant, les organisations, les entreprises avaient peur du télétravail. Ils voyaient, c'était la bête noire des entreprises et des organisations. Ils voyaient ça d'un mauvais œil. Puis là, d'un seul coup, ça s'est tellement généralisé que c'est devenu, ben, on ne peut pas faire autrement. Donc, même les organisations les plus rigides ou les organisations qui voulaient vraiment pas télétravail se sont mis à en faire. Donc, il y a le pour et le contre. Donc, le fait qu'une crise comme ça sanitaire indique qu'il y a des problèmes, peut-être que là, les politiques et les programmes vont trouver des solutions. Et d'ailleurs, ils sont obligés, ne serait-ce que pour aller à l'école. C'est ça. Effectivement, ça va sans doute faire bouger certaines choses, hein. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait un minimum de connaissances. Et les pratiques qu'on a maintenant de visioconférence, etc., montrent aussi que c'est des outils intuitifs, mais ça demande quand même une formation derrière aussi. Donc, il y a des soucis ici, par exemple, on voit pas mal d'études aussi sur les aspects plutôt, les microagressions qu'on peut subir par des comptes. À force d'être à distance les uns des autres, les communications sont compliquées. Donc, il y a tous ces aspects un peu de l'étiquette qui étaient un peu oubliés, je trouve, parce que c'est des choses qu'on discutait beaucoup il y a une dizaine d'années, et puis ça avait l'air d'être acquis par tout le monde, et en fait, ça ne l'est pas, puisque visiblement, dès le moment où on est tous en ligne, on commence à ressentir des agressivités, de l'agressivité dans la communication avec les autres, du fait qu'on ne met plus en place des étiquettes. Oui, je me souviens d'avoir vu une vidéo où on voyait une jeune fille qui, sur Zoom, essayait désespérément de prendre la parole. Et en fait, elle se faisait très régulièrement couper. Et donc, je pense que ça se voit moins quand c'est en auditoire ou en salle de classe. Mais c'est vrai que là, on voyait qu'elle n'arrivait jamais à prendre la parole et elle s'était enregistrée ainsi. Donc là, on avait un élément vraiment sous-jacent. Et j'ai une autre question un témoignage, un père de garçon à l'école primaire. Comment puis-je contribuer en tant qu'allié pour l'intégration des filles et leur implication à l'informatique? J'ai répondu, moi, je laisserai la parole à mon après, oui. Moi, je pense que il y a pas mal de choses qui existent aussi déjà actuellement. Donc, j'avais cité Coloris Education en France qui justement met en place des choses qui sont débranchées. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on met dans des activités existantes de codage, etc., on se retrouve vite dans des environnements qui de toute façon étaient pensés la plupart du temps par des hommes. Et donc, on se retrouve avec le fait, je dis ça pour la Belgique, par exemple, je suis coach pour les ateliers codeurs de jour. Mais en fait, je ne parviens pas à garder les filles dans mes codeurs de jour. Donc, j'en ai quelques-unes, elles viennent parce que leur papa est informaticien, il les amène là, et puis en fait, elles s'ennuient, et au bout de 2-3 séances, je ne les ai plus. Donc, je serais pour le débrancher, moi. Donc, des lectures, il y a quand même pas mal d'autrices. Donc, Linda Lucas, il y a Myriam Tossino qui font des petits univers sympas où justement, on introduit au sens de l'informatique sans pour autant se retrouver dans des environnements qui ont été pensés par des hommes. Je vais laisser la parole à mes collègues. Manala aussi. Moi, je vais juste faire un témoignage de maman parce que je suis informaticienne et donc ma fille à un certain moment détestait l'ordinateur carrément parce que ça représentait une maman très occupée. Qui ne veut pas faire, qui ne s'occupe pas de sa fille, mais qui est tout le temps sur l'ordinateur. Et puis, comme j'étais enseignante, chercheur, et les enseignants-chercheurs ne comptent pas leur temps entre ce qu'ils font, donc du coup, j'étais assimilée à mon ordinateur. Donc, ma fille, maintenant, elle est très à l'aise, mais ce que j'ai fait, c'était vraiment de la lecture, effectivement, avant de commencer à donner un ordinateur, donner une lecture sur le numérique papier pour que la personne s'imprègne des principes. Et puis, je l'ai mise très rapidement sur tout ce qui est codage, sur Scratch, Python et tous ces langages de programmation qui sont ludiques tout en étant qui permettent d'innover, quoi, de créer, donc, et qui sont indépendamment des garçons parce qu'elle ne pourra pas se comparer à quelqu'un d'autre toute seule en train de faire un petit carré, et donc du coup ça améliore un peu sa capacité de découvrir les algorithmes, parce que derrière Python ou derrière Scratch, c'était des algorithmes. Et voilà, je pense que c'est comme ça. Et puis, il y a tous les clubs qui, même s'ils sont mixtes, il y a des clubs qui sont très orientés jeux éducatifs. Voilà un peu ce que je voulais, juste un petit témoignage. Amina?
Merci. Oui, Stéphanie, pour un peu compléter, je sais, nous, on a un écosystème, justement, Julie, elle parlait de cours de code, et c'est vrai que dans l'écosystème de la médiation numérique, il y a beaucoup de cours avec le code, la programmation et tout. Et puis donc, les différents intervenants essayent d'attirer les filles, de trouver des solutions. Et notre écosystème à Montréal est, je trouve qu'il est bien mobilisé par le mouvement montréalais Les filles et le code. J'ai envoyé le lien sur cet événement organisé par Les filles et le code qui mobilise plusieurs organismes ou associations qui interviennent auprès des jeunes pour développer leur littératie numérique, leur apprendre à coder, etc. Donc, elles, ce qu'elles ont trouvé, c'est d'intégrer le design à leur événement et de faire venir des filles tout en faisant un événement un peu plus extraordinaire, un peu plus coloré. Donc, j'ai mis le lien pour l'événement qu'elles ont organisé et elles ont écrit le design s'invite à l'événement Filles et Code. Et puis donc, ça a été une réussite en tout cas de ce que j'ai su. Et c'est ça. C'est introduire un peu c'est ce que je disais, l'estime et l'estime. Donc, introduire l'art, le côté créatif, pour moi, c'est une des solutions. Et c'est ce que disait Mona. Elle a peut-être pu, elle, en tant que parente, femme, informaticienne, elle a pu peut-être donner le goût à sa fille, mais peut-être en introduisant une certaine créativité aussi. Ok, mais je pense qu'on peut considérer cela comme le mot de la fin, hein. Ça me paraît une belle touche, surtout qu'on a dépassé de 10 minutes. Donc, merci énormément à vous quatre. Vous avez mis énormément de liens dans le chat. Donc, je les partagerai sur les réseaux sociaux et je les partagerai aussi sur la vidéo. Donc, comme ça, vous pourrez les redécouvrir si vous les connaissez déjà ou les découvrir. Voilà. Merci infiniment et je pense que c'était une très belle rencontre. Merci. Merci.